Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne Géodécime, très heureux de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Alors, comme promis, on attaque cette deuxième partie consacrée aux dessins ou figures planétaires. C'est une approche de l'astrologie qui se développe au XXe siècle et qui suit le courant humaniste ou celui qu'on va appeler humaniste. Et je vais donc revenir avec vous sur les figures planétaires. La dernière fois, on avait abordé ensemble ce qu'on appelle les aspects composés. Je vous mettrai un lien par là ou dans la description pour que vous puissiez voir cette vidéo si vous ne l'avez pas déjà fait. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à cette configuration globale, cette approche globale du thème, qui est une invention, on va dire, une façon de faire, une méthodologie qui apparaît donc au début du XXe siècle avec un monsieur qui s'appelle Mark Edmund Jones. Vous m'avez déjà entendu parler de cet homme. C'est un astrologue, c'est aussi un écrivain, un scénariste américain. Il est né en 1888 et il est mort en 1980. Donc il a parcouru quasiment un siècle. C'est un monsieur qui va s'interroger sur l'astrologie en essayant d'y intégrer la part ou l'héritage, on va dire, du 19e siècle, c'est-à-dire en gros l'héritage de la théosophie et de l'approche occultiste qui avait eu cours dans le milieu anglo-saxon et français, et il va essayer de repenser cette astrologie. Il va créer notamment le courant Sabian, etc. Donc dans cette perspective-là, Mark Edmund Jones, il va apporter une vision un peu différente pour entrer dans le thème natal, et notamment il va parler de ces fameuses figures planétaires. Alors d'abord je vais vous présenter ce monsieur. Voilà, ça c'est une photo de lui assez jeune, vous en trouverez d'autres sur internet, j'ai pris une photo libre de droit. Voilà, donc ça c'est lui au début des années 1920. Mark Edmund Jones, donc c'est un monsieur qui propose en fait de regarder le thème dans sa configuration globale, et à l'intérieur de cette configuration globale, il va définir ce qu'il appelle des catégories ou des modèles, shapes en anglais, qui représentent la distribution des planètes tout autour du diagramme astrologique. Alors si vous êtes intéressé par cette approche, je vous montre, il y a un bouquin qu'on trouve encore en France qui s'appelle Apprendre l'astrologie de Mark Edmund Jones. Donc ce livre, il est facilement accessible, je pense, d'occasion. C'est un bouquin qui date du début du XXe siècle. Mark Edmund Jones, à l'intérieur de ce livre, il va étudier plusieurs configuration astrale. Ce livre-là traite de l'approche globale de l'astrologie selon Jones. À l'intérieur, vous retrouverez des descriptions qui parlent de ces figures planétaires. Alors, ces figures planétaires, je vais vous les montrer pour qu'on sache de quoi il parle et de quoi il en retourne. Voilà ce que Jones définit comme étant les 7 modèles principaux. Alors là, vous avez leurs noms tels que lui les a appelés, Seesaw, Bowl, Bucket, Splash, Bundle, Locomotive et Splay. Alors le Seesaw, c'est ce qu'on appelle communément la balançoire. Bowl, c'est le thème bol ou coin, on y reviendra. On a le Bucket, qui est le seau en réalité. Le Splash, qui va être l'éclaboussure. Et puis après, la locomotive, qui est aussi une figure planétaire qu'on retrouve assez facilement. Pour ce qui est du bundle et du splay, ce sont des... Alors déjà, qu'est-ce que ça veut dire splay? Splay, ça veut dire écartelé. Ça va donner notamment en France, en tout cas en français, ce qu'on appelle le trépied, je vous en reparlerai. Et puis le bundle, c'est un mot qu'on utilise aujourd'hui pour dire un ensemble. C'est quand on a en fait comme un thème coin, simplement il est par rapport au bol, il est concentré sur 120 degrés. Alors que le bol, lui, va être concentré entre 180 et 150 degrés. Bon, on reviendra sur ces figures, mais voici donc les 7 figures planétaires que Jones définit pour entrer dans des thèmes et pour parler des thèmes des natifs qu'il étudie et des personnalités sur lesquelles il veut s'arrêter.
Bon, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce que ça nous apprend? Alors pourquoi ça a été mis en place? Ça a été mis en place pour rentrer plus rapidement dans la lecture du thème astrologique. C'est ce qu'aujourd'hui on retrouve de façon abusive sous le nom d'astrologie intuitive, c'est-à-dire en gros on essaie de capter l'essence comme ça au premier coup d'œil d'un thème sans rentrer dans l'analyse comme on pouvait le faire originellement très structuré du thème natal. Et donc dans cette idée de simplifier l'approche pour lire rapidement la contenu d'un thème, on va donner des définitions au travers des figures que vous avez vues et ça va petit à petit s'étoffer avec les auteurs. Alors vous avez Dan Rudyard qui a travaillé et collaboré sur des choses avec Jones, qui va s'intéresser à cette présentation-là. Et vous avez aussi un monsieur qui s'appelle Alexander Ruperti. Je vais vous montrer un livre, d'ailleurs je les ai là, des livres que monsieur Ruperti a fait. Alors pareil, il est édité aux éditions du Rocher, Ruperti, donc vous retrouverez ces livres assez facilement. Ça s'appelle La géométrie du ciel, qui sont en 2 volumes. Voilà. Ces bouquins de Alexander Ruperti, qu'il a écrit avec une personne qui s'appelle Cavaignac, Marie-Ève Cavaignac. Je vous mets voilà l'image de la couverture à l'écran. Il reprend cette thématique et il va essayer de développer une première notion d'interprétation en élargissant le sens. Qu'est-ce que ça veut dire quand on a telle ou telle figure planétaire dans son thème? Et ce travail va s'étoffer à partir des années 70 et sur la fin du XXe siècle. Et vous aurez plusieurs auteurs qui vont s'y intéresser. Ça, c'est pour la partie historique, je dirais, de l'approche des figures planétaires. Maintenant, quid de ces figures planétaires? Alors, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller explorer certaines de ces figures et de comprendre un peu ce qui en retourne, ce que ça dit en fait d'une personne. C'est pour vous donner une introduction à la chose. Et on va commencer par peut-être celle qui, dans l'approche de Jones, appelle Seesaw, que vous trouverez sur ce nom-là, qui veut dire balançoire en fait. On va l'étudier. Alors, vous voyez ici une représentation assez schématisée de ce que c'est que cette balançoire. Et on va regarder ensemble ce que ça dit. Alors, parfois, balançoire est traduit sous le nom aussi de sablier, pardon. Sablier par sa forme, vous voyez, qui est croisé comme ça. Alors, les angles que vous voyez supérieurs à 60 degrés, c'est ce qui est donné pour l'écart angulaire entre les planètes de chaque côté, c'est-à-dire dans ce qu'on appelle le vacuum, c'est-à-dire le vide qui est constitué dans le thème. Il faut qu'il y ait au moins 60 degrés, plus de 60 degrés, entre les 2 planètes qui vont former chaque extrémité du trépied, du sablier ou de la balançoire. Ce qu'on peut dire, c'est qu'en gros, quand on a une configuration comme ça, et c'est l'approche en tout cas qui va être développée par les humanistes, c'est qu'on est dans une recherche d'équilibre. Ça se comprend assez bien. Vous avez 2 côtés du diagramme horoscopique qui vont se faire face, et on va chercher, donc on va avoir des oppositions, on va avoir des quinconces qui vont se mettre là-dedans, donc il va y avoir un travail au long cours pour essayer d'équilibrer quelque chose dans la vie du natif. En général, on dit que le natif ou la native qui procède cette figure dominante dans son thème est face à un défi important qui le déchire en 2, c'est-à-dire comme une super opposition en fait, et il y a un clivage. Alors là, sur le diagramme que je vous montre, c'est arbitraire, la position là qui est orientale, occidentale. Donc là, par exemple, il pourrait y avoir une difficulté pour la personne à joindre son envie d'engagement dans le monde extérieur, qui serait plutôt le côté oriental, et une autre partie qui serait la difficulté à comprendre ou à composer avec les autres, et notamment avec les contraintes qu'apportent les autres dans l'existence. Ce qu'il est
important de comprendre dans toute figure, c'est que ce qui va être déterminant, c'est aussi ce qui est au niveau de ce qu'on appelle le vacuum, c'est-à-dire cette partie vide entre les écarts de 60 degrés. Certains astrologues vont travailler en prenant le mi-point qui sépare les deux planètes, qui forme cette séparation entre les deux côtés de la balançoire ou du sablier, en fait, comme étant un point médian, qui est un point clé pour travailler en croix à nouveau. Je ne reviens pas sur ces notions de travail en croix, mais voilà l'idée. Donc la balançoire, en gros, on est pris entre on va dire deux tempéraments, deux façons d'aborder la vie, et ça nous scinde, ça nous tiraille, et c'est un thème qui tire sur la personne. Si vous aviez le balancier, la balançoire ou le sablier orienté nord-sud, ou sud-nord, eh bien c'est un déchirement entre la vie intime et la vie publique, c'est un déchirement entre la famille et le professionnel. Vous voyez un peu l'idée. Pour vous dire voilà comment on peut aborder, rentrer dans un thème rapidement. Encore une fois, dans cet épisode, je vous décris une approche qui vient de l'approche humaniste, qui voit parfois son utilité se vérifier. Ça ne veut pas dire que forcément je cautionne toute la façon dont c'est utilisé, hein. Simplement sur cette chaîne, je vous propose de découvrir ce qui est pratiqué et parfois d'aller plus loin, notamment dans cette série qui s'appelle justement Pour aller un peu plus loin en astrologie. Je vous propose ensuite qu'on s'arrête sur le thème coin. Alors, dans les figures de Jones, hein, je vous les remets à l'écran pour que vous les ayez en tête. Je vais enlever le thème coin pour que ça soit quand même plus lisible. Vous avez le bol et vous avez le bundle qui sont en fait assez proches l'un de l'autre. Le thème coin, en fait, est une variation de ce qu'on pourrait appeler le bol. Simplement, on ne va pas prendre le même écart angulaire en fait dans lequel sont concentrées toutes les planètes, hein. Pour ce qui est du bundle, on est plus resserré, donc on est plus dans le thème coin. Pour ce qui est du bol en tant que tel, on va prendre quasiment 150 à 180 degrés pour pouvoir limiter la disposition des planètes, et c'est-à-dire bon, pour pouvoir s'arrêter en fait à un moment donné et dire voilà, ça c'est plutôt un thème coin, ça c'est plutôt un thème bol. En gros, le thème coin que je vous propose là, tout est concentré dans un grand trigone, un trigone en tout cas qui va scinder deux planètes et qui va séparer deux planètes, et on va retrouver les planètes en fait qui vont être concentrées à l'intérieur de ce trigone qui ferme la figure planétaire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on a cette conjonction de facteurs? D'abord, on va avoir une partie de notre diagramme astrologique qui va être fortement marquée, et tout le reste va être du vide, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qui va être occupé comme étant une problématique, toujours selon l'approche qu'on dit humaniste. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas s'intéresser aux parts vides, simplement c'est quelque chose qui va nous attirer sur un seul endroit. Alors, le thème coin, hein, on reprend les appellations de notre ami Jones, hein. Parfois on l'appelle la grappe, on va l'appeler le bouquet. En gros, ces planètes, elles sont ramassées, hein, donc sur 120 degrés. Et on prend la première planète dans le sens du zodiaque, c'est-à-dire celle qui se situe au début, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, qu'on va appeler planète incisive, hein. Et on va dire que c'est elle qui va donner une forme de entrée en matière dans le thème, c'est elle qui va mener la danse. Et on dit que ce sont des personnages au travers de cette planète, hein, que la personne va être marquée déjà par celle-ci, c'est presque comme une dominante psychologique, elle va prendre cette couleur de dominante psychologique. Et puis on considère que les gens qui sont porteurs de ce type de thème sont des personnes qui sont extrêmement magnétiques, elles ont une aura, un charisme qui sort tout de suite du lot. S'ajoute à ça l'idée de la spécialisation. C'est assez facile à comprendre. Du coup, on est spécialisé, hein, entre 4 maisons, hein, 120 degrés, 4 x 30, 120. Donc on a 4 signes, 4 maisons, grosso modo, hein, qui vont travailler dans le thème principalement. Donc on est avec des individus
qui reste assez focus sur un seul domaine de vie, et pas sur tous les domaines de vie. Et en fonction de ça, ce qui se passe, c'est que les êtres vont être souvent assez obstinés, parfois fermés à ce qui peut se dire ou se faire ou s'entendre à côté. Tout ce qui va les motiver, c'est ce qui se passe à l'intérieur de ce champ d'expérience qui est regroupé par ces maisons et ces domaines de l'existence. Et il faudra bien sûr mitiger si ce coin en fait est plutôt sur la partie sud, sur la partie nord, donc l'hémisphère, c'est plutôt sous l'horizon, au-dessus de l'horizon, est ou ouest, vous connaissez la chanson, et les cadrans, je ne reviens pas sur les épisodes des cadrans, mais grosso modo, vous avez des gens qui sont spécifiés sur une thématique, un domaine de l'existence, extrêmement engagés, spécifiés, voilà. Ces personnes, lorsqu'il y a des transits très lents, imaginons que là-dedans, il y ait des gens qui soient comme ça, avec le Capricorne au milieu de ce thème coin, vous imaginez bien que quand on a Pluton qui traverse le champ du Capricorne et là qui va rentrer dans le Verseau, forcément, comme il y a 4 signes, c'est des gens qui vivent des très grandes transformations, parce que tout est concentré dans un endroit. À l'inverse, quand les planètes lentes circulent assez largement ou assez éloignées de ces endroits-là, c'est les moments où il y aura des grands aspects exacts, à 1-2 degrés près, qui vont être des moments déclencheurs. Je parle bien sûr là des transsaturniennes, qui vont vraiment apporter du changement dans la vie de la personne. On a un autre thème qui est assez intéressant à aller regarder sur Jones, c'est l'éclaboussure, hein, ce qu'il appelle le splash en fait. Hein, splash, je pense que son nom, vous le comprenez assez facilement. L'éclaboussure, en fait, on se retrouve avec un thème où les planètes sont éparpillées tout autour du 360 degrés du zodiaque. Il faut pas, on dit il est recommandé pour que ce soit un vrai thème d'éclaboussure qu'il n'y ait jamais plus de 90 degrés entre deux planètes, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas plus qu'un carré en fait entre deux planètes. Quand on a cette configuration, on considère qu'on est face à un natif ou une native qui est extrêmement curieux de toutes sortes d'expériences dans la vie. Il se disperse à outrance parce que tout l'intéresse, tout le captive. En fait, tous les domaines de l'existence, puisqu'il y a des maisons à l'intérieur de ça, vont être activés. Et puis derrière, il y a aussi toutes les énergies, globalement, qui sont contenues dans les signes du zodiaque, qui vont être stimulées, exercées. Et là, les transits, par exemple, de planètes très lentes vont nous amener à voir un champ bien spécifique de la vie de la personne prendre toute la place. Hein. Alors, ça va dépendre évidemment des planètes concernées, mais enfin, vous imaginez assez facilement que quand il y a un transit de Pluton sur un coin, cet endroit du thème va être comme transformé absolument, et la personne qui a l'habitude de s'éparpiller dans plein de domaines va devoir se spécialiser sur un seul. C'est pas forcément son fort, ça peut être très déséquilibrant. Hein. En fait, la difficulté, c'est arriver à maintenir une seule et même voie, en tout cas sur le long terme. Ce sont des personnes qui peuvent aller dans toutes les directions à la fois. Et d'une façon générale, plus notre thème prend l'allure d'une éclaboussure, plus c'est ce qui va dominer comme sensation à l'intérieur de l'existence. Toujours selon ces interprétations qui nous viennent de Jones et consorts dont je vous ai parlé tout à l'heure. Une autre figure dont on m'a parlé la dernière fois sur le live et qui intéresse, c'est la locomotive. Qu'est-ce que c'est que la locomotive? On a les 10 planètes qui se répartissent en gros entre 230 et 250 degrés de la circonférence totale du cercle. Et puis on a un tiers à peu près du cercle qui reste vide. Et là on est dans une espèce de posture qui va inverser par rapport au thème coin, hein, même au bol dont je vous parlais tout à l'heure. Le vide de 120 degrés qui est là, qui trône, ce vacuum, ce vide qui est là, c'est un endroit où il faut chercher en fait la réponse à toute la problématique de notre existence. Encore selon l'approche
des figures planétaires. C'est-à-dire qu'on va chercher notamment le mi-point entre ces planètes qui sont les deux premières planètes, qu'on va appeler planètes incisives ou conductrices de la locomotive, toujours dans le sens du zodiaque. Et on va prendre ces deux planètes qui terminent en fait ce cercle, qu'il commence ou qu'il termine, c'est la même chose, je vous rappelle. Et on va prendre le mi-point de cette planète et on va aller regarder à cet endroit ce qui est en jeu. Et c'est sûrement le signe et la maison qui va être clé, alors par direction, par progression, direction primaire, progression, par transit. Quand les choses s'activent à cet endroit-là, c'est un moment où la personne peut sortir d'une problématique. Les locomotives, dans un thème, ce sont des gens qui sont souvent mus par une très grande énergie, mais on va dire la réponse à leur grand questionnement sur l'existence ou à leur grande problématique de vie se trouve dans ce vide, dans ce vacuum. Donc on étudie le mi-point, et ça c'est arrivé notamment avec Hébertin, etc. Cette notion des mi-points et l'étude des mi-points. Je ne vais pas rentrer dedans, mais en gros, c'est là que ça se situe. Si on veut connaître, en fait, ce qui motive les gens qui sont dans cette prédisposition à être des leaders, il faut comprendre ce qu'il y a dans ce vide. Voilà, c'est ce qui est dit dans la théorie, en tout cas concernant les figures planétaires. Je vais vous en présenter une autre, qu'on appelle l'éventail. Alors, pareil, c'est une figure planétaire qui est arrivée un petit peu après, qui n'est pas forcément dans les 7 modèles de Jones, mais elle obtient, ou en tout cas elle retient l'attention. Elle est issue de ce que Jones appelle le bucket, le seau, c'est une espèce de dérivé de ce dernier en fait. Et alors vous avez les indications dans lesquelles il faut que soient contenues les planètes. Vous voyez que vous avez en gros un groupe de planètes, vous en avez 9, et puis vous en avez une 10e qui est dans un autre côté. Et celle-ci doit être en opposition avec une planète qui est au milieu, ou quasiment au milieu de la disposition des 9 autres. Je rappelle, les 10 planètes dont on parle, c'est pas des astéroïdes ou quoi, c'est les 10 planètes classiques, c'est-à-dire le septénaire et Uranus, Neptune, Pluton. La planète qui est toute seule, elle dirige en fait l'ensemble du groupe. Si vous connaissez ces autres appellations, on appelle ça un singleton quand on a une planète qui est toute seule dans un hémisphère. Si elle est toute seule dans cet hémisphère, c'est elle qui va diriger les 9 autres planètes, toujours selon cette théorie. Et elle va venir nimber de son énergie l'ensemble des planètes qui font partie de l'éventail. Et donc en fonction des aspects qu'elle envoie, on va essayer de comprendre comment la personne organise sa psyché. Les gens qui ont un éventail, s'ils ont une planète qui est assez forte comme Mars par exemple, qu'on appelle maléfique traditionnellement en planète singleton, ce sont des gens qui vont mettre beaucoup d'agressivité et d'énergie tranchante dans leur parcours de vie. Si c'est Saturne, c'est des gens qui vont inhiber constamment, et c'est-à-dire que toutes les tentatives qu'ils vont faire vont être inhibées par ce point central qui est Saturne, parce que Saturne retient les choses. Encore une fois, dans l'approche des humanistes, on est loin de la façon de voir de l'astrologie telle qu'elle nous est parvenue chez les anciens. On essaye de comprendre par la forme. Et moi, je vous en propose quelques-unes. Voilà. Donc, l'éventail, ça fait partie des choses qui aussi est une, on pourrait dire, est un des figures qu'on va retrouver le plus souvent. Je vous en propose une autre qu'on appelle le trépied, qui est un dérivé aussi des figures de Jones. Alors là, comme vous pouvez voir, il y a 3 groupes de planètes qui sont séparés par un angle de 60 degrés. Donc ces 3 groupes de planètes, elles ont des similarités et elles ont des différences. Les différences, c'est le nombre. Vous avez une sorte de double amas qui va être représenté avec 6 planètes, puis vous en avez un autre qui va essayer de prendre sa part, qui est composé au moins de 3 planètes, et puis vous avez une planète seule, qui elle occupe quasiment tout un hémisphère, ou un demi-cercle, qui va elle prendre une importance particulière de par le fait qu'elle est toute seule. Chaque planète qui commence ces groupes doit être séparée d'au moins 60 degrés, c'est-à-dire d'au moins 2 signes, donc pour que ça soit vraiment pris en compte tel que.
La planète qui s'ajoute, en fait, on est un peu dans l'idée de la balançoire, si vous vous rappelez tout à l'heure. C'est la planète qui va prendre, du coup, de par sa position, un rôle d'arbitre en permanence dans le thème du natif. Il y a deux vases communicants qui sont ces conjonctions avec des amas à l'intérieur et qui vont être des points qui vont peser sur le thème, donc qui vont être des domaines d'expérience là où il y aura les maisons, mais aussi dans la qualité des énergies des signes concernés qui vont colorer la psyché du natif, et parfois elles vont se déchirer un peu comme dans la balançoire et l'entonnoir. Eh bien, il va y avoir une planète arbitre et un signe arbitre et une maison arbitre qui va être représentée par cette planète toute seule, et c'est elle qui va dire à l'astrologue, regarde, dirige cette planète, comme on dit, en direction primaire, en progression, observe les cycles que cette planète fait dans le thème du natif pour comprendre comment celui-ci va évoluer. En gros, c'est une planète qui va chercher sa liberté, donc ce qu'elle représente va exprimer la volonté de libération du natif. Si c'est Vénus, par exemple, eh bien nos goûts, nos couleurs, nos envies vont être nécessairement quelque chose qui va nous amener à nous émanciper de toute autre forme de coercition ou d'obligation qui sont représentées par tous les autres planètes et les maisons. Donc ça va passer par le sentiment, ça va passer par la vie affective, ça va passer par tous les symboles qui sont contenus dans Vénus, y compris les choses qu'on n'aime plus ou voire qu'on déteste quand Vénus reçoit des aspects durs. C'est ça qui va nous permettre d'entrer, toujours selon cette approche humaniste, dans la lecture d'un thème qui présente le trépied comme figure. Puis je voudrais parler d'une dernière planète, d'une dernière configuration qu'on appelle le Baquet. Alors, le Baquet, c'est un dessin, en fait, là vous l'avez, il y a une opposition qui va diviser le cercle en deux. Vous avez un hémisphère qui est complètement vide, et à côté, vous avez des relations assez harmonieuses. Vous voyez qu'on a des sextiles et des trigones. Donc, ce qui se passe, c'est que il y a une forme d'impulsion chez le natif à vivre toujours sur les mêmes choses, sur ses facilités en réalité. Et le problème, c'est que de l'autre côté, il y a toute une partie du domaine de l'existence, des domaines de l'existence du natif qui n'est pas pris en compte. Toujours sur l'approche humaniste, c'est-à-dire penser, quand je dis l'approche humaniste, sur le développement psychique, le développement de la personnalité, voilà, parce que c'est ce qui intéresse en premier lieu les humanistes. Donc c'est comme si la personne allait être aveugle au champ qu'elle doit développer. Et son indice fort, c'est l'opposition de 180 degrés entre les deux planètes qui va lui dire, voilà, c'est là qu'il y a une forme de limite à franchir. Et dans ce, vous savez qu'une opposition, c'est toujours la difficulté à prendre parti pour un ou l'autre des côtés de l'opposition, donc l'un ou l'autre des maisons, l'une ou l'autre des maisons, l'une ou l'autre des planètes. On est pris en étau par cette opposition. C'est en résolvant, en équilibrant l'opposition, l'axe qui sera à l'intérieur, qu'on va pouvoir accéder à l'autre partie de l'hémisphère et peut-être amener nos projets à maturité, projets d'évolution. En réalité, c'est souvent une vie chaotique parce qu'on fait plein de choses qui ont l'air de marcher, mais il y a un sentiment d'insatisfaction qui prédomine en permanence jusqu'au jour où on prend conscience de cette limitation qu'est l'opposition, et si on la résolve, en tout cas c'est les théories défendues par l'astrologie humaniste, souvent on a une grande harmonie psychique qui va découler de ce travers, de cette traversée. Donc évidemment, à guetter les directions, les transits, toujours la même chose qui pourrait impacter les deux planètes en opposition, c'est elles qui vont, c'est au travers de ces moments clés que va se résorber, je dirais, donc il y aura la possibilité pour le natif de résorber les conflits intrapsychiques. Voilà pour cette présentation assez rapide de ce que sont les figures planétaires. Vous pourrez en trouver beaucoup d'autres. Et si vous voulez creuser cette idée d'approcher les choses par la partie visuelle, l'impression visuelle que donne le thème,
Il y a un livre qui n'est pas très connu, mais enfin qui est toujours aux éditions du Rocher. Alors je précise tout de suite, je ne suis pas sponsorisé par les éditions du Rocher. Hein. C'est un livre qui s'appelle Les blasons astrologiques. Alors à ne pas confondre avec les blasons astrologiques qu'on peut réaliser à partir du thème de naissance. Et je sais qu'un monsieur comme Marc Neu propose des explications sur comment on procède, c'est-à-dire ça vient de la partie de l'alliance entre la magie, la théurgie, l'astrologie et l'alchimie. Ça n'a rien à voir. Là, dans la théorie qui est développée par l'auteur, c'est un bouquin que j'ai là, voilà, donc monsieur Paul Bernard de Croze, voilà, dans ce bouquin, en fait, il développe une approche où il va essayer de constituer tout un ensemble de dessins qui lui paraissent être répétitifs. Il va même les distribuer avec des pourcentages dans la fréquence des thèmes qu'il a à observer, à étudier. Et il va essayer de construire toute une logique d'interprétation basée sur les équilibres et les déséquilibres des figures, c'est-à-dire notamment sur les vides et sur les pleins, sur les mi-points, sur ce qu'il appelle l'ombilique, c'est-à-dire les oppositions qui vont traverser le thème. Et c'est une démarche intellectuellement assez intéressante, parfois un peu confuse, j'avoue, dans le développement, mais qui mêle approche de la Kabbale, du Yiking et de l'astrologie, ce qui était très en vogue, hein, cette triple approche, pour des gens qui ont pris la suite de Rudyard, Jones, etc. Hein. Et notamment, cet auteur utilise ou renvoie aux degrés sabiens qui sont initialement créés par Mark Edmund Jones, puis repris par Dan Rudyard. Je vous en ai souvent parlé sur la chaîne. Un bouquin à lire et à découvrir si vous êtes intéressé par ce type d'approche. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, intéressé, donné envie de découvrir cette approche. Vous sachez que dans certains logiciels comme Aureas, AstroPC donc, ou Olympia, vous avez des fonctions qui vous permettent de regarder ces dessins planétaires, de les extraire en fait du thème. Si cette vidéo vous a plu, surtout partagez cette vidéo, likez cette vidéo, rejoignez la chaîne Duodécime, abonnez-vous, cliquez sur la cloche noire pour être averti des lives, parce qu'il faut sélectionner cette option pour tout recevoir. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. On va continuer d'avancer dans les sujets qui sont peu abordés sur l'astrologie, en tout cas en langue française. Et en attendant, prenez soin de vous. À très bientôt. Ciao.